Bonjour, vous m'entendez? Parfaitement. Vous Très aussi? bien, oui. Très bien. On peut se mettre, on peut se mettre en off en attendant l'arrivée de tout le monde. Est-ce que vous savez modifier votre nom dans la petite étiquette à côté de vous? Sinon, je pense que je peux le faire si vous voulez. Ouais, ouais, je vais modifier ça. Ok, parfait. Désolée, ça vient de moi. Hop, et voilà. Super. Donc pour les participants qui sont déjà arrivés, on commencera, on l'espère, à l'heure. On va attendre tout le monde. Ça marche. Super. Merci. Bonjour Laurent. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Très bien, merci. Ça fonctionne Ça bien? va. On te voit pas? Les connexions sont bonnes? Oui, ça a l'air. Enfin, on te voit pas encore, mais a priori, au niveau Ah du bon? son, ça fonctionne. Ah d'accord, c'est déjà bon. Alors comment on branche la télé là-dedans? Hum, hum. Hop, désactiver le son. C'est démarrer la vidéo, je suppose? Non? Oui, je suppose. A Allez, je teste, hein. a priori. Oui. Oui, voilà, Alors, c'est bon, on te voit. c'est bon? Un peu Bon, le pixelé, décor mais est on pas... te voit. Ah bon, pixelé quand même. Un petit D'accord. peu, mais bon, le son est bon, c'est le principal. D'accord. Très bien. Parfait. Euh, T'es où? T'es en ton bureau là? Oui, c'est pas très bien rangé. Moi, c'est mon arrière-cuisine, moi, mais j'aurais dû mettre une petite déco derrière, mais bon. Ah, tu dois pas pouvoir, mais tu sais, cacher le fond, peut-être avec un fond Oui, oui, je virtuel crois si tu as qu'il envie. y a une option de mettre un truc, une petite photo, je crois. Je sais pas comment on fait aussi. C'est le petit, à côté de arrêter la vidéo, là, tu as une petite flèche et tu peux choisir un fond virtuel Arrêter la vidéo. en bas à gauche. Là, et ouais. Et là, tu as une petite flèche à côté. Flouter mon arrière-plan. Choisir un fond virtuel. Virtuel, c'est une photo? Bah, non, tu sais, c'est un truc un peu. On, on te voit dans l'espace ou Et- ça floute ou ça. Ah ouais, non, bah non, vaut mieux pas. Choisir un filtre vidéo. Non, c'est bizarre que c'est que de la vidéo, il n'y a pas d'image. Paramètres vidéo. Flouter mon arrière-plan. Un filtre vidéo. Ah oui, c'est une caméra carrément. Partager l'écran. Arrière-plan. Ah, il précise pas. Partager l'écran. Mettre ma vidéo au miroir. Retoucher mon apparence. Ajuster les conditions. Bon, bah écoute, hein, basta, c'est pas grave. Peut-être l'orienter un peu plus par là. Ça fera un peu plus. Ouais, ouais. Éviter l'escalier. Ah, c'est déjà mieux là, non? T'en penses? C'est très bien. Ça te Ça n'a convient? pas une grande importance. Ça ne nous empêche pas d'écouter ce que tu dis.
Oui, c'est le principal. Bon, alors, je vais réviser. Donc, 10 minutes, hein, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Et on a combien d'inscrits? Tu as des inscrits, une liste d'inscrits quand tu fais un Oui, truc comme il y a ça, 300 sur Zoom? personnes inscrites. Waouh, bien, c'est pas mal, non? Bah, écoute, j'espère que on a déjà 25 spectateurs qui sont déjà connectés. On va D'accord. attendre l'heure pile pour commencer. Il est 27. Ah ouais, d'accord. Je suis pas sûre d'avoir programmé une relance. J'aurais peut-être dû faire ça. Rick, Bonjour Freck. Bonjour. Bienvenue. voilà, faut le présenter. Ah, Ah, pas mal non plus, oui. Petite visite des locaux. Ah, le voilà. Hello. ok, t'es muted, par contre on ne t'entend pas. Voilà. Bonjour. Ah, très bien. Salut Frick. Laurent, c'est mieux si je ferme mon vidéo, non? Ton son Comment? résonne beaucoup, hein, Freck. Ah non. Ah, je dois faire. Mon son résonne à moi? Non? Non, non, à Freck. Ah oui, 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 oui. Mm. Ah. Hello, Bonjour. Joe. Bonjour. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer à l'heure. 29. Attention. Peut-être que les spectateurs peuvent nous dire d'où ils viennent. Ça nous permettra de savoir dans le chat, de savoir à qui on s'adresse, ce qui est quand même toujours plus agréable. Donc n'hésitez pas à nous saluer dans le chat et à nous dire d'où vous venez. Neuf heures trente. On se laisse 2 minutes. Chat est désactivé, mince. Alors, Bonjour. bonjour Marthe. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour David. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire si j'ai réussi à activer le chat? Participants 73. Oui, je vois des messages. Antoine Boucher, François Miquel. Ouais, mais c'est dans les questions-réponses. C'est pas grave, je vais regarder ça après.
Peut-être qu'on va commencer du coup. Il est 9h31. Alors, Marthe, je te laisse introduire ce webinaire. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous, je suis Marthe Yon, je travaille pour l'association Cité Caritas et je suis représentante des membres français de la FEANSA. Donc, on se voit aujourd'hui dans le cadre d'une dynamique qui est mise en place en vue des élections européennes, au cours de laquelle nous nous sommes associés avec le collectif des associations unies pour échanger sur les enjeux en matière de lutte contre le sans-abrisme que les différentes organisations membres de la FEANSA et membres du CAU souhaiteraient voir apparaître dans les programmes des différents partis politiques qui vont nous représenter au sein du Parlement européen. Donc, le déroulement de cette matinée sera le suivant. Dans un premier temps, Sarah Kupchou va pouvoir présenter les grandes lignes des recommandations, préconisations réfléchies en lien avec les différentes organisations membres de la FEANSA et du CAU. Nous avons 3 représentants de partis politiques qui ont pu participer à cet événement et qui seront invités à réagir à ces recommandations, préconisations. Par la suite, nous inviterons les participants à poser des questions. Malheureusement, l'ensemble des questions ne pourront pas être abordées. Donc, nous poserons 1 ou 2 questions à chacun des participants pour qu'ils puissent y répondre. Et pour finir, Freck, le directeur de la FEANSA, fera une conclusion. Donc, voilà un peu pour le déroulé. Merci à vous tous d'être présents. Merci aux différentes organisations qui se sont mobilisées. Et je te laisse la parole, Sarah. Merci beaucoup, Marthe. Donc, je vais partager mon écran. N'hésitez pas donc à mettre vos questions dans le chat à destination des candidats et on retiendra une question pour chaque candidat de manière à orienter un petit peu les discussions. Alors, je partage. Donc, moi, je vais vous présenter les recommandations. Donc, Marthe vous a... c'est bon, vous voyez mon écran correctement? Ouais. Donc, Marthe vous a expliqué nous avons mené donc un groupe de travail entre le collectif des associations unies qui rassemble une quarantaine d'associations et les membres de la FEANSA France avec l'idée de porter des propositions sur les questions du mal logement et du sans-abrisme en Europe, donc pour une Union européenne qui serait sociale et qui défendrait le droit à un logement digne pour tous, avec évidemment aussi le désir de porter une Union européenne qui soit plus proche de ses citoyens, notamment les plus vulnérables. Alors, en guise d'introduction, je voulais vous donner quand même quelques grands chiffres du mal logement en Europe qui sont issus simplement des travaux que nous menons à la Fondation Abbé Pierre. Je ne me suis pas présentée, je suis Sarah Couchou, donc je travaille à la Fondation Abbé Pierre sur les questions européennes. Donc, les travaux que nous menons avec la FEANSA au niveau européen, qui sont donc des chiffres issus de ces travaux-là sur l'observation du mal logement en Europe et des chiffres d'Eurostat. On avait déjà alerté avec la FEANSA il y a quelques années sur les conséquences de ces multiples crises que les ménages traversent depuis quelques années, depuis la crise du Covid et puis la crise énergétique, les conséquences sur l'inflation et évidemment l'impact de ces différentes crises sur les ménages européens, notamment les plus vulnérables, qui sont systématiquement les plus impactés et les plus ébranlés par ces différentes crises. Le résultat, c'est aujourd'hui un nombre de personnes sans domicile en augmentation, qu'on estime, et c'est une estimation basse, à 895 000 personnes, des ménages qui consacrent énormément leurs ressources au paiement de leur logement. 8,7% des ménages sont en taux d'effort excessif, 19 millions de personnes qui sont en logement indigne et
évidemment, ces indicateurs sont en augmentation dans la mesure où les prix du logement augmentent depuis plusieurs années. C'est le petit graphique que je vous ai mis sur la diapositive. C'est aussi une augmentation des citoyens qui sont en précarité énergétique, avec une augmentation de 2 points depuis 2020, et des personnes qui donc peinent in fine à payer leur loyer ou leur prêt, et avec une augmentation du nombre de personnes en difficulté pour arriver à 9,2% des Européens concernés. Sachant que là, on est sur des chiffres de la population globale, mais évidemment, pour les personnes pauvres, ce sont des chiffres qui sont bien plus importants, avec des disparités par pays, mais je vous invite à venir assister à la présentation du 9e rapport sur l'état du mal logement en Europe en septembre, que nous présentons conjointement avec la FEANSA. Alors, quelles sont les recommandations que nous avons tirées de ce groupe de travail? D'abord, lutter efficacement contre le sans-abrisme, car il nous semble que c'est la manifestation la plus dramatique de la crise du logement en Europe et en France et partout en Europe. Grâce au modèle du logement d'abord, c'est un modèle qui a fait ses preuves. On a expérimenté ce modèle-là partout en Europe déjà, en Amérique du Nord, un peu dans plusieurs régions du monde. On sait que ça fonctionne. On sait aussi qu'on a une difficulté grandissante à faire une transition entre l'ancien modèle en escalier et le logement d'abord. Donc, on pense qu'il y a un vrai investissement à faire dans ce domaine. D'abord en renforçant la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme qui a été mise en place en 2021 à Lisbonne, suite à la déclaration de Lisbonne par laquelle les États membres s'engageaient à mettre fin au sans-abrisme d'ici 2030, en lui donnant un budget structurel, et puis en développant un droit inconditionnel à l'accueil qui soit aussi avec des standards minimums, à la fois pour les personnes sans abri en Europe, qui sont citoyens européens, mais aussi pour l'ensemble des personnes dans le besoin, y compris les personnes exilées, quel que soit leur statut administratif, puisque on sait que aujourd'hui on rencontre de grandes difficultés à faire face. Les centres d'hébergement, les systèmes d'hébergement sont saturés et il y a un besoin réel d'accueillir tout le monde dans la dignité. C'est aussi des réponses aux lieux de vie informels, les bidonvilles qu'on rencontre au travers l'Europe et qui ont besoin d'un renforcement de protection parce qu'il y a des problèmes environnementaux, mais aussi d'accès à l'eau ou à l'électricité qui doivent être absolument réglés. C'est enfin renforcer la liberté de circulation de manière à ce que l'ensemble des citoyens européens puissent accéder à leurs droits en vertu de la liberté de circulation et notamment aux différents systèmes de sécurité sociale. Deuxièmement, c'est aussi donner l'accès au plus grand nombre à un logement décent et abordable, alors grâce à la production, mais aussi grâce à la rénovation, on le verra, par le biais de financements qui soient innovants. Les fonds européens aujourd'hui ne sont pas complètement, ou en tout cas pas en grande partie dédiés à la production de logements abordables et à l'accompagnement social. Nous pensons qu'il est nécessaire de renforcer cet accès aux fonds européens qui reste compliqué, notamment par le secteur associatif, et il nous semble que les acteurs du logement abordable devraient avoir un cadre favorable qui notamment renforce la possibilité de la maîtrise d'ouvrage associative, mais aussi en favorisant l'investissement social et l'économie sociale et solidaire, puisque nous pensons qu'il y a dans ce secteur, à la fois le secteur associatif et le secteur de l'économie sociale et solidaire, la possibilité d'accéder, de développer des projets de logement qui soient vraiment en réponse à des besoins très locaux, qui viennent faire des petits projets, parfois nécessairement petits, et que pour l'instant, ni les investissements, le soutien à l'investissement, ni les fonds européens ne permettent de développer ce type de projet. Enfin, en régulant les marchés du logement privé,
notamment par le biais de la régulation des locations saisonnières et de l'activité des plateformes. Il y a un nouveau règlement qui est sorti. Nous pensons que cette législation peut être encore renforcée pour éviter un envahissement des marchés privés par le biais de ces locations et de la financiarisation du logement plus généralement. Troisièmement, concrétiser une politique ambitieuse de lutte contre la précarité énergétique pour que le pacte vert et la vague de rénovation ne laissent personne de côté. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de mesures ont été prises au niveau européen concernant le pacte vert. Il y a une tendance politique à ralentir sur sa mise en œuvre. Nous pensons qu'il est nécessaire de rester ambitieux dans sa mise en œuvre, qu'il faut un plan d'investissement massif pour le logement et notamment pour la rénovation du logement et à destination des plus modestes, à la fois en termes de rénovation qui doivent être globales et non pas de simples gestes, pour que ça ait un réel impact sur la situation des ménages, mais aussi en termes d'accompagnement, puisqu'on sait que les projets de rénovation sont des projets complexes et qu'une grande part des ménages, notamment les plus modestes, ne peuvent pas mener ces projets seuls et ont besoin d'un accompagnement. C'est aussi interdire les coupures d'électricité en Europe. La révision de la directive sur le marché de l'électricité a permis une avancée en ce sens, mais nous pensons qu'il est nécessaire d'en finir avec ces mesures, ces sanctions des fournisseurs d'énergie qui sont d'un autre âge. Le pacte vert prévoit aussi le Fonds social pour le climat, qui est pour l'instant doté de ressources insuffisantes qui ne permettront pas de compenser notamment l'arrivée d'un marché carbone sur les bâtiments qui risque de faire augmenter les factures des ménages. Et donc, il nous semble vraiment nécessaire de revaloriser le Fonds social pour le climat et de le cibler à destination des ménages les plus vulnérables. J'ajoute aussi que pour la rénovation des bâtiments, la directive EPBD reste moins ambitieuse que ce qu'elle avait été au départ sur la performance énergétique des bâtiments. Et il est nécessaire que les rénovations soient globales, qu'elles visent les ménages les plus modestes, mais qu'elles tiennent compte aussi de toutes les mesures nécessaires à la sortie de l'habitat indigne ou de l'habitat dangereux, puisque ce n'est pas toujours le cas. Il y a quelqu'un qui a son micro, je vous remercie de couper votre micro. Voilà pour la rénovation, pour la question de la précarité énergétique. Et enfin, il nous semble que c'est essentiel, donner la voix aux personnes, c'est-à-dire avoir systématiquement des consultations de la société civile, mais aussi des personnes concernées à toutes les échelles décisionnaires, et d'inclure le logement dans l'ensemble des politiques européennes. On sait que ce n'est pas une compétence de l'UE, mais néanmoins, beaucoup des politiques, que ce soit la législation dure ou que ce soit des stratégies, donc la législation molle, si on peut dire, néanmoins ont un impact sur les conditions de logement des citoyens européens. Et donc, la stratégie pour l'égalité homme-femme, la stratégie pour les personnes LGBTQI, pour les Roms, pour les personnes handicapées, mais aussi la garantie pour les enfants. Rappelons quand même que le nombre d'enfants sans domicile est en augmentation en Europe. En France, ce sont 3000 enfants qui vivent à la rue. Et donc, il est réellement nécessaire d'agir à tous les niveaux. Je termine avec les coordonnées donc, du collectif des associations unies, où vous retrouverez l'ensemble des membres de ce collectif, mais aussi le site de la FEANSA France, où vous retrouverez les membres français. Mes coordonnées si vous avez des questions, et aussi un mot sur le fait que notre groupe de travail a également travaillé sur des outils à destination des structures, de nos structures, une affiche et aussi un flyer que je vous mettrai dans le chat pour que vous puissiez y accéder, avec notamment la Fédération des associations de solidarité qui a mené ce groupe de travail des outils pratiques à destination des personnes et pour mobiliser en vue du vote du 9 juin. Voilà, je vous remercie et je repasse la parole à Marthe pour la suite du programme. Donc, merci Sarah. Oups. Merci Sarah. On va maintenant laisser la parole à Monsieur Laurent Guéquière
pour un manifeste de l'USH sur la question du logement. Merci. Oui, bonjour Est-ce à que vous toutes et m'avez... à tous. C'est bon, vous m'entendez? Oui, donc Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour avoir invité à votre event la question du logement au niveau européen. Donc, je représente l'Union sociale pour l'habitat à Bruxelles. On a un bureau permanent depuis plusieurs années et c'est la première fois que la question du logement est abordée de façon aussi importante et aussi consensuelle. Il faut vraiment qu'on arrive à apporter des propositions en la matière pour la prochaine mandature. Ce qu'on a pu observer, je dirais, qui a été très bien mis en valeur dans un article du Monde il n'y a pas très longtemps, c'est cette situation de crise du logement à l'échelle européenne. C'est la première fois qu'elle est d'une telle ampleur. On a déjà connu la crise des subprimes, etc. Mais là, franchement, on est sur une situation générale de crise du logement qui peut conduire à des problèmes sociaux très importants, des revirements politiques. Il faut vraiment que l'Europe, même si elle n'est pas compétente en matière de politique du logement, imprègne cette dimension-là et apporte des solutions innovantes. On a également une problématique très importante qui a été assez bien traitée lors du débat en plénière au Parlement sur l'adoption de la directive performance énergétique. C'est l'impact social que cette directive peut avoir sur les passoires thermiques et la réduction du parc de logements abordables. On a effectivement, d'un côté, eu cette crise du logement qui a des conséquences très importantes, et de l'autre, je dirais, une nécessité de réduire l'empreinte carbone du parc immobilier, du parc de logement, mais sans avoir les moyens d'atteindre cet objectif. Et c'est particulièrement important aujourd'hui. Donc, on a essayé d'élaborer au sein de l'Union sociale pour l'habitat avec Housing Europe un manifeste qui intègre cette dimension-là. On l'a défini comme un logement abordable et durable pour tous les citoyens européens et que ce soit effectivement un réel défi auquel il faut apporter des solutions. On s'est lâché un peu, hein, je vous dis tout de suite. On a la première demande qu'on fait dans notre manifeste, qu'on a déjà largement diffusé aux différents candidats. C'est un plan Marshall européen pour un investissement massif en rénovation thermique des logements sociaux et abordables dans le cadre d'un nouveau Social Green Deal. En fait, cette idée-là, qui est venue plutôt d'une provocation, un plan Marshall au niveau européen, c'est plus qu'ambitieux, finalement a été repris par un grand nombre d'opérateurs, y compris, et à notre grand étonnement, par le Comité économique et social européen. On a fait une conférence sur la crise du logement avec le Comité économique et social européen, et les conclusions de cette conférence a été effectivement de lancer au niveau européen un plan d'investissement sur la rénovation thermique des logements. Ça a été repris également dans la réunion des ministres européens du logement, puisque les ministres européens du logement sous présidence belge de l'Union européenne ont été invités à échanger à Liège, à l'invitation du ministre Christophe Collignon de la région wallonne, et ont débouché sur une conclusion qui prévoit effectivement, qui demande qu'il y ait une plateforme européenne en matière d'investissement et en rénovation thermique. Donc, ce n'est pas une idée complètement faux-folle que de revendiquer un plan européen d'investissement, parce qu'effectivement, il est aujourd'hui plus que nécessaire que l'Europe se bouge en la matière. Encore une fois, il ne s'agit pas de transférer une compétence des États membres vers l'Union européenne, on maintient la subsidiarité, bien entendu, mais il faut investir. Un exemple, on a affiché lors d'une intervention de la présidente von der Leyen à un de notre congrès, c'était en 2021 à Bordeaux, la Commission estimait qu'on avait besoin de rénover chaque année, je dis bien chaque année, 800 000 logements sociaux dans l'Union européenne. Uniquement les logements sociaux, je ne parle pas du parc privé, du parc abordable, etc. Et donc les besoins en financement sont énormes et on a besoin d'un plan au niveau européen en la matière. Le deuxième élément de notre manifeste concerne bien entendu le socle européen des droits sociaux, le droit à l'aide à un logement de qualité pour les personnes dans le besoin. Là également, il faut qu'on aille beaucoup plus loin en la matière, tant au niveau de la lutte contre le sans-abrisme qu'au niveau de l'investissement dans des logements abordables.
il faut qu'on ait une mise en œuvre de ce principe de socle européen des droits sociaux et de ce principe 19 pour élargir le champ d'intervention de l'Union européenne par rapport à ces enjeux. Un autre élément qu'on a voulu mettre en avant, c'est les tarifs sociaux de l'énergie. On l'a évoqué dans l'introduction. Là également, les directives européennes permettent aux États membres d'appliquer des tarifs sociaux pour l'énergie. Il y a très peu d'États membres qui l'ont appliqué. Je vois que la Belgique l'a fait. Mais c'est également une revendication que nous faisons d'élargir ce dispositif. En matière de politique de cohésion également, c'est recentrer la future politique de cohésion. On commence déjà à réfléchir à la révision à mi-parcours et à la révision de la politique de cohésion pour effectivement mieux concentrer ces actions sur les infrastructures sociales. Un volet logement également du semestre européen, donc c'est la gouvernance économique de la zone euro, mieux intégrer l'impact positif dont disposent aujourd'hui les investissements publics en matière de logement social dans ce contexte particulier. Encore un élément avant d'arriver au dernier, c'est l'idée qu'on a besoin, si on veut investir massivement dans la rénovation thermique des logements, y compris des logements sociaux, on a besoin d'une stabilité du cadre juridique qui aujourd'hui impacte le secteur du logement social. On a dit, le logement n'est pas une compétence communautaire, mais le logement social est fortement encadré par le texte européen, par le marché intérieur, par les règles de concurrence. Les aides aux organismes HLM relèvent du régime des aides d'État et doivent rentrer dans une logique de compensation de services publics avec une absence de surcompensation. Les taux réduits de TVA relèvent d'une directive européenne. L'encadrement des organismes HLM par agrément relève de la directive service. Les marchés publics des organismes HLM relèvent de la directive. Et tout ça, effectivement, dans un contexte où la Cour de justice a reconnu que c'était aux États membres de définir le champ du logement social et pas à la Commission. Donc, si on veut investir très massivement, si on veut mobiliser nos troupes, il faut qu'on ait un cadre stable durant la prochaine mandature. Et enfin, c'était notre dernière proposition, également assez ambitieuse, et finalement qui a très bien fonctionné, l'idée d'introduire dans la prochaine mandature un sommet européen du logement abordable, organisé par le Parlement européen, au Parlement européen, avec les ministres du logement, les partenaires, les collectivités locales, pour chaque année faire un point sur l'état du logement dans l'Union européenne et adapter les politiques et les conduits. Nous avons effectivement aujourd'hui une très bonne relation avec la présidence belge de l'Union européenne sur ces questions. Là également, la présidence belge et les ministres du logement soutiennent cette idée d'un sommet européen du logement. Le comité économique et social européen le reprend à son compte dans les conclusions de sa conférence. Donc vous voyez bien l'ampleur du sujet aujourd'hui. On n'est pas sur des petites propositions d'évolution, on est sur l'idée d'un plan européen d'investissement massif sur la rénovation thermique du parc, on est sur un sommet européen du logement social et sur une amélioration effectivement du socle européen des droits sociaux. Donc tout ça est très ambitieux, mais je crois qu'il faut que le prochain Parlement européen réponde à la demande des ménages aujourd'hui, d'être mieux logés, de ne plus être sans abri, d'être introduits, d'avoir des logements abordables mais durables en termes de consommation énergétique, etc. Et donc, on a transmis ce projet, il va être rendu public la semaine prochaine, le 20, puisque notre comité exécutif va le valider définitivement. Ça a été un document qu'on a construit en près 6 mois, en l'alimentant régulièrement, en le concertant avec d'autres institutions. On l'a alimenté, la réflexion des députés européens, en l'envoyant régulièrement en français et en anglais. Donc aujourd'hui, il faut que l'on publie et que dans le cadre de la campagne des européennes, on mobilise les têtes de liste pour qu'ils réagissent à nos propositions avec des propositions très concrètes. On a déjà bien travaillé avec Housing Europe. On a présenté un manifeste général de Housing Europe au Parlement européen, d'ailleurs en présence de Leila Chadi, dont je remercie la présence aujourd'hui. On continue, puisqu'on a demandé à chaque membre de Housing Europe de produire sa propre manifeste en direction de ses propres députés ou candidats. Et donc, on a aujourd'hui 2 mois pour qu'il y ait un vrai débat au niveau français dans la campagne européenne qui va se démarrer prochainement en France sur la question du logement. Ce n'est pas un dossier prioritaire européen, ce n'est pas le dossier que naturellement les candidats vont évoquer. C'est à nous, à leur soumettre cette entrée-là et à leur faire prendre des positions et des décisions. Donc voilà en gros, si je veux bien résumer, l'état de nos travaux.
et l'état de nos échanges aujourd'hui avec les principaux partis politiques et les candidats. Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation. Nous allons passer donc à la réaction des candidats. D'abord, merci à tous d'avoir accepté notre invitation et d'être présents aujourd'hui pour réagir à nos recommandations et à nos orientations. Je vais vous laisser la parole chacun à votre tour. J'invite vraiment les participants. Normalement, j'ai libéré le chat, donc vous allez pouvoir poser vos questions à poser vos questions aux candidats en les adressant nominativement pour qu'on puisse orienter un petit peu. Chacun, vous disposez donc de 10 minutes. Leïla Chabi, vous êtes là pour la France Insoumise. Merci de votre présence. Sylvie Brunet, on vous remercie de votre présence. Vous êtes là pour Renaissance. Pierre Jouvet, vous êtes ici pour Place Publique et David Cormand pour les écologistes. Merci à tous. Leïla Chabi, la parole est à vous. Eh bien, bonjour à tous, à toutes, et merci beaucoup pour l'organisation de cette matinée. Vous avez vu, ou pas vu peut-être d'ailleurs, mais hier avait lieu le premier débat des têtes de liste pour les élections européennes. Et moi, j'ai été frappée qu'il n'y ait pas un mot sur le logement, mais pas un mot plus largement sur l'Europe sociale ou sur les propositions sociales. Comme si, en fait, le social n'était pas important du tout dans cette campagne pour les élections européennes et pour les projets qu'on a pour l'Union européenne. C'est pour ça que c'est très important. Je vous l'avais dit la dernière fois quand vous avez présenté le manifeste au Parlement européen. Nous, avec la liste de la France Insoumise et l'Union populaire, on sera partie prenante de toutes les initiatives que vous pourrez prendre parce que ça nous rend service de parler de ces sujets aussi. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'organisation de cet événement ce matin. D'autant plus que moi, je suis au Parlement européen depuis 2019 et on constate que les lignes ont bougé en matière sociale et qu'on dispose aujourd'hui, je pense, d'une fenêtre d'opportunité qui fait que vos propositions, aussi bien les propositions de la FIANSA, Fondation Abbé Pierre, que du mouvement HLM, je pense qu'on a plus de marge de manœuvre peut-être que ce qu'on avait en 2019 pour les faire avancer. Je suis arrivée au Parlement européen en 2019, j'étais pas là avant, mais en tout cas, on a donc avec la crise du Covid, a remis en question un certain nombre de dogmes. Je pense notamment aux 3% par exemple, qui était gravé dans le marbre, le fait que quand vous êtes un État membre de l'Union européenne, vous pouvez pas dépasser les 3% de déficit. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'est une règle qu'on pouvait faire bouger. Les services publics, qui était quelque chose de mal, il y a eu je sais pas combien de recommandations de la Commission européenne pour s'attaquer à l'investissement dans les services publics qui serait contraire aux règles de concurrence. Et ben, tout ça a bougé aussi à la faveur des crises. On a eu ensuite l'accentuation de la crise écologique, la guerre en Ukraine et ses conséquences en matière d'inflation. Enfin, tout ça fait que moi, de mon point de vue, en tant que vice-présidente de la Commission emploi et affaires sociales du Parlement, j'ai l'impression qu'au niveau de la bataille culturelle, des choses qu'on pouvait être un peu tout seul à porter, à raconter à gauche, voire à la gauche de gauche, sur les questions européennes et notamment l'importance de prendre des politiques, que les politiques européennes soient prises non pas uniquement à l'aune du marché, non pas à l'aune du marché tout court, mais à l'aune de l'urgence sociale. J'ai l'impression qu'on a avancé dans cette bataille culturelle. Rappel, donc, comme le disait Laurent Guéquière tout à l'heure, donc le droit au logement, il est déjà dans le principe 19 du socle européen des droits sociaux. 2017, 20 principes, socle européen des droits sociaux, des principes très généraux, mais voilà, ça reste des principes. 2021, sommet de Porto, alors même on est juste en train de sortir de la crise du Covid, on se dit, tiens, là, il y a urgence à ce que ces principes-là, ils soient transformés en actes. Et donc, le sommet de Porto 2021 avec un plan d'action concret sur 2030, comment on fait en sorte qu'en matière de formation, en matière d'emploi, lutte contre la pauvreté et l'exclusion, on concrétise le socle européen des droits sociaux. Et alors, les questions que j'ai rejeté un œil au plan d'action du sommet de Porto. Et c'est vrai qu'on peut se dire comme ça, la question aussi bien la lutte contre le sans-abrisme et la question de l'accès pour tous et toutes à un logement abordable, c'est pas vraiment très très présent là-dedans. Mais pour autant,
De mon point de vue, tous les principes, les objectifs du plan d'action pour 2030, tels que développés, tels que proposés en mai 2021 au sommet de Porto, ils ne se réaliseront pas s'il n'y a pas une politique européenne du logement. Parce que l'accès au logement, c'est la base pour avoir ensuite l'ensemble des droits sociaux. C'est la base pour avoir accès à un emploi, c'est la base pour avoir accès à une formation, c'est la base pour être en bonne santé, etc., etc. Donc, c'est le droit de base. Bon, je vous parlais en plus je suis particulièrement convaincue que ça, d'autant que j'ai commencé mon engagement personnel dans les collectifs pour le logement, avec notamment le collectif Jeudi Noir, et très impliqué pendant un moment avec le DAL, l'association de droit au logement en France. Donc, le logement est un bouclier. Alors, on peut dire l'Union européenne, effectivement, n'est pas compétente en matière de logement. Moi, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée au Parlement européen en 2019. Pour autant, donc, pour revenir sur un bilan de ce qui a été fait pendant 5 ans, donc, dès le début de la mandature, comme vous le savez certainement, donc, on a pu réaliser un rapport d'initiative, donc le rapport de Kim von Sparentak sur l'accès au logement. Bon, un des problèmes aussi qui adjacent, c'est que bon, le Parlement n'ayant pas le droit d'initiative législative, on doit souvent se contenter de rapports d'initiative pour dire ce qui serait bien de changer, mais malheureusement, ça reste au niveau des déclarations d'intention. C'est pour ça que nous demandons à ce que le Parlement européen ait le droit d'initiative législative, mais bon, je ferme cette parenthèse. En tout cas, on a constaté dès le travail sur le rapport von Sparentak qu'il y a des lignes qui avaient bougé. Et notamment, alors Laurent Guéquier le disait aussi tout à l'heure, sur les restrictions imposées aux États membres en matière d'aide d'État pour investir dans le logement abordable. Et de mon point de vue, donc, je retiens cette proposition d'un cadre juridique stable pour ces investissements dans le logement abordable. On ne peut plus, mais j'ai l'impression que là-dessus aussi la bataille culturelle avance, mais il faut maintenant un cadre juridique stable pour que le logement ne doit pas être considéré comme un bien en concurrence sur un marché et que les États membres, quand ils investissent dans le logement abordable, considérer que c'est une concurrence déloyale au parc immobilier privé. Ça, il faut l'affirmer, ça n'est plus possible. D'autant plus après les crises qu'on a vécues, que j'abordais tout à l'heure, qui fait que les personnes qui sont en situation de difficulté par rapport au logement, c'est bien au-delà des personnes marginalisées. Ça s'étend à une part de plus en plus importante de la population, étant donné la hausse notamment des taux d'intérêt, la cherté des prix de l'immobilier, l'augmentation du taux d'effort, enfin toutes les choses que vos rapports décrivent très bien. Donc, première chose, voilà, cadre juridique stable. Par ailleurs, de manière plus large, je pense que donc il y a eu sous la présidence belge portugaise, l'initiative de la plateforme européenne du sans-abrisme. Je retiens votre proposition de la renforcer, cette plateforme européenne du sans-abrisme, contre le sans-abrisme, mais de mon point de vue, on n'éradiquera pas le sans-abrisme sans s'attaquer aux causes structurelles qui mènent au sans-abrisme. Le sans-abrisme, c'est pas un stock comme ça qu'on peut effacer. Et de mon point de vue, il faut vraiment s'attaquer aux politiques d'austérité et à toutes les politiques structurelles de l'Union européenne, notamment liées au semestre européen, qui mènent vers le sans-abrisme, en fait. Parce que là, on peut se dire, on éradique les sans-abrismes pour 2024, il y en aura d'autres qui arriveront en 2025 si on ne s'attaque pas aux causes. Ensuite, un mot sur le règlement, donc sur les locations de courte durée. Effectivement, c'est un problème. On a vu que toutes les villes étaient confinées pendant le Covid, l'activité, les échanges arrêtés, et bien que là, comme par hasard, au moment où les gens ne voyageaient plus, n'utilisaient plus Airbnb, il y avait une baisse des loyers. Les loyers baissaient dans toutes les capitales européennes. Parce que donc, le fait de transférer de la location de longue durée vers la location de courte durée un certain nombre de logements dans les grandes villes d'Europe, ça retire déjà des logements du marché, donc ça entretient la pénurie et donc mécaniquement ça fait augmenter les loyers. Donc Sarah Kupchou l'évoquait tout à l'heure, le règlement, il y en a eu donc
on a un règlement sur les locations de courte durée, mais qui concerne plus les notifications, donc ça oblige les plateformes, donc type Airbnb, hein, clairement, puisque c'est de ça surtout qu'on parle, à demander un numéro d'enregistrement pour les locations mises en ligne. C'est une question de partage de données, ça encadre le partage des données, ça donne des outils aux collectivités pour réglementer, mais c'est encore quelque chose qu'il va falloir continuer, je pense, dans la prochaine législature, un encadrement d'Airbnb. Il y a des éléments en plus de la jurisprudence qui nous donnent raison, notamment l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qui notamment qui a dit que la lutte contre la pénurie de logement, c'était une raison suffisante pour encadrer le Airbnb, pour encadrer le nombre de nuitées allouées par an, pour faire en sorte en fait que on ne transforme pas nos villes en musées pour touristes vides de ses habitants et qui entretiennent et tout ça entretenant la crise du logement. Un autre mot sur les rénovations, donc bien noter que toute la dimension de lutte contre la précarité et je vais dans le sens donc de ce qui a été dit sur le fait de bien prendre en compte les impacts sociaux de la lutte nécessaire contre le réchauffement climatique et y compris contre donc tout le plan de rénovation. Et au contraire, on a l'opportunité avec un grand plan de rénovation, avec la vague de rénovation, de combiner à la fois objectifs sociaux, à la fois objectifs économiques et création d'emplois, hein, et donc, il ne faut pas rater l'occasion. Le Fonds social pour le climat. Alors, le Fonds social pour le climat, moi, j'avais participé aux négociations sur ce dossier également. Je regrette qu'il soit lié à ETS2, à l'inclusion dans le marché carbone du chauffage et de l'essence pour les ménages. Même si pour les ménages, on a un petit sursis, mais en tout cas, je regrette. De mon point de vue, un fonds social pour le climat, il est nécessaire, d'autant plus en période d'inflation, d'augmentation des prix d'énergie, mais de façon totalement décorrélée de l'inclusion de ce nouveau type de marché carbone, de l'existence de ce nouveau type de marché carbone qui va impacter les ménages. Nous, on l'a répété plus sur l'aspect essence, parce qu'on est bien placé en France pour savoir que mettre en place des mesures où on dit on augmente le prix de l'essence pour éviter de consommer de l'essence, ben, ça crée des gilets jaunes en France et en tout cas, c'est les ménages qui sont impactés. Et sur le chauffage, c'est la même chose. Bon, maintenant, le Fonds social pour le climat, il est corrélé à l'ETS2. Faisons en sorte, effectivement, qu'il soit plus important et qu'il serve à protéger les locataires, à protéger les propriétaires également en précarité. Je vois que Sarah me fait signe. Je vais conclure juste. Alors, oui. Donc, il y a un ensemble, on soutient, voilà, peut-être j'y reviendrai dans les réponses, on soutient l'ensemble des propositions, enfin la plupart des propositions en matière du financement de la rénovation énergétique des bâtiments. Je veux juste, oui, dire aussi que sur la directive sur le marché de l'électricité, alors certes, les coupures, on a réussi, les négociateurs ont réussi à interdire les coupures d'électricité pour les ménages. Mais si on interdit les coupures d'électricité pour les ménages, mais que c'est pour autoriser à mettre juste un tout petit flux, comme ça se fait en fait. Souvent, les fournisseurs d'électricité interdisent les coupures, mais laissent juste un tout petit flux qui ne permet pas de se chauffer suffisamment. C'est de mon point de vue, largement insuffisant. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour ces échanges et j'espère qu'on aura l'occasion dans la prochaine législature de continuer à travailler ensemble. C'est très important et de toute façon, cette mandature-là a prouvé qu'on ne fait jamais mieux les choses qu'en les faisant en lien avec les principaux concernés et les vrais experts que vous êtes. Donc, merci pour cette matinée. Merci beaucoup, Leïla, pour cette intervention. Donc, on va laisser la parole à Sylvie Brunet du groupe Renaissance. Je rappelle que pour pouvoir favoriser une dynamique participative et les échanges, on a prévu 10 minutes pour chaque intervenant pour permettre que les questions des participants puissent être posées, que des réponses puissent être apportées. Merci beaucoup pour votre participation, Sylvie. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour cette invitation à ce débat sur sans doute un des sujets les plus importants actuels.
Et donc, pour tout le travail que vous faites, on a énormément besoin du tissu associatif, des fondations pour conduire nos travaux dans ces domaines. Alors, un petit correctif, je ne suis pas dans le groupe Renaissance, mais dans, dans l'équipe qui va s'appeler Besoin d'Europe, qui regroupe plusieurs partis de la majorité, et je suis au MoDem, pour être très précise. Je ne suis pas dans le parti Renaissance, je suis au Mouvement démocrate. Ça a son Bien importance noté, car, merci. oui, il n'y a pas de souci. Et ça a son importance parce que je fais également partie d'un parti européen, qui est le Parti démocrate européen. Et dans le cadre du programme pour la mandature à venir du PDE, nous avons mis le sujet du logement très haut dans la liste des sujets à traiter et des actions à mener. Donc voilà, je voulais juste indiquer cela. Alors je vous prie de m'excuser dès à présent car je dois vous quitter à 10h30. J'ai une autre contrainte. Voilà, je voulais le préciser. Ce n'est pas que les débats ne me passionnent pas, mais hélas, j'ai une autre contrainte. Alors, je vais être très bref. Je pense que Leïla, que je salue d'ailleurs à cette occasion, a rappelé un certain nombre de points fort importants et que je partage. Je suis également en commission emploi affaires sociales et en commission droits des femmes d'ailleurs. Il y a quelques liens aussi avec les sujets des femmes. Et donc, ce que je voudrais dire en premier lieu, c'est que pour notre équipe, enfin donc, pour être très clair, on est en train de travailler d'ailleurs sur le programme de l'affiner. Il y a un premier principe qui va être important, c'est de continuer à rendre effectif le socle européen des droits sociaux. C'est notre, j'allais dire, notre ciment, notre base. Et effectivement, il y a le principe 19, mais il y a d'autres sujets. Il y a un sujet important comme un projet de directive pour un revenu minimum, parce qu'on a traité le salaire minimum, maintenant on a le revenu minimum. Tout ça est lié. Donc, je crois qu'il faut le rappeler, c'est un point vraiment important pour cette Europe sociale qui ne se fait pas sans heurts et sans difficulté. Mes collègues qui étaient là hier ou avant-hier, je sais plus, le temps passe vite, ont bien malheureusement relevé que le rapport sur le semestre en emploi donc a été rejeté quand même avant-hier, ce qui m'a beaucoup choqué à peu de voix, mais enfin, c'est quand même pas gagné sur les sujets sociaux, sur les sujets d'Europe sociale. Vous l'avez rappelé, je pense qu'on a encore beaucoup à se battre parce qu'il y a une espèce de poussée que je sens à la droite de l'hémicycle qui est quand même très préjudiciable et qui m'inquiète beaucoup, voilà, pour être franche. Donc ça, je suis très étonnée. Et en plus, un rapport porté quand même par le président de la commission emploi qui est dans mon groupe, Dragos Pislarou, qui a essayé de faire quelque chose d'équilibré, ben, même ça n'est pas passé. Bon, enfin, je ferme la parenthèse parce qu'on a cité le semestre et ça fait partie aussi d'une clé de voûte qu'on doit avoir. Donc, deuxième point que je voulais souligner, vous l'avez là tous aussi rappelé, l'importance de cette plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme, qui est un fléau dans toute l'Union européenne, dans tous nos États membres. Et je crois, on a eu une présentation en commission emploi, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. C'est aussi l'idée, il n'y a pas que les fonds ou j'allais dire les incitations législatives, mais il y a aussi le partage de bonnes pratiques qui me semble fondamental. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on s'appuie sur cette plateforme, qu'on s'en inspire. On nous a cité l'exemple de la Finlande qui est très en avance, enfin, je veux dire, qui est quand même très efficace dans cette lutte. Et je pense qu'il faut qu'on s'en inspire, notamment, il nous le disait, c'est un sujet qui est devenu vraiment politiquement en haut de la liste des sujets et interparti. Je veux dire, il y a vraiment eu une action globale et ça me paraît important. Et on ne laisse personne sans logement, on traite tout de suite. Donc, parce qu'il y a toujours la question du logement d'urgence et puis la question plus structurelle que vous avez évoquée. Il y a toujours ces deux notions.
Et donc, il faut traiter les deux. Et je pense que c'est intéressant de s'inspirer de cette plateforme. Troisième point qui a été aussi évoqué, auquel je souscris totalement, c'est l'orientation des fonds, l'accompagnement du pacte vert. Bon, évidemment, c'est un sujet que j'évoque très souvent avec mon collègue Pascal Canfin, qui préside la commission environnement. Et évidemment que là aussi, nous allons continuer, que ce soit tous les fonds, d'ailleurs, y compris les fonds du plan de relance, qu'on a quand même voté lors de l'accompagnement de la crise Covid. Il faut continuer, c'est bien évident qu'il ne faut pas s'arrêter là aussi au bord du chemin. Il y a le fonds social climat en l'orientant bien, mais après, ça passe par les États membres et la façon dont on va orienter les fonds au niveau local, au niveau des villes. Moi, je suis à côté de Marseille. Je travaille beaucoup aussi à Marseille, y compris avec le maire de Marseille. Et effectivement, il faut s'approprier ces fonds parce qu'on est obligé de travailler à un niveau local et du coup, pouvoir utiliser ces fonds européens qui sont là pour ça et souvent méconnus et insuffisamment utilisés. Euh, Ensuite, quatrième point que je voulais évoquer, ben, c'est l'importance de ce premier rapport que là aussi Leïla a cité, de Kim van Sparentak, qui a quand même été voté. Donc c'est déjà, mais bon, tant que c'est pas législatif, on a un peu plus de chances quand même d'y arriver. Mais enfin voilà, ça a été aussi un premier acte sur lequel il faut s'appuyer pour continuer les actions. Je dirais aussi que, de mon point de vue, pour quand même regarder ce sujet de près, comme je vous l'ai dit aussi au niveau local, parce que je pense que c'est important, c'est un sujet très systémique. Pour moi, il y a un lien aussi, par exemple, avec la santé mentale, parce que je crois savoir, je ne suis pas une experte, mais qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont en mauvaise santé tout court, et notamment mentale, et qui se retrouvent du coup à la rue et sans logement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. J'ai évoqué le sujet des femmes, notamment, on l'a vu quand on a traité le sujet de la directive pour lutter contre les violences faites aux femmes. J'étais shadow rapporteur, comme on dit, pour mon groupe sur la dimension emploi, mais là aussi, on a quand même un sujet femme. Et je suis aussi très associée à ce qui se passe dans les maisons des femmes. On en a une importante à Marseille. Et il y a toujours un sujet logement qui intervient, qui malheureusement, et qu'on a du mal à résoudre. Et enfin, là, ça a été évoqué dans les questions dans le chat. Il y a deux questions d'ailleurs qui ont été évoquées que je voulais aborder. Mais je conclurai sur le sujet ensuite entre guillemets, du contrôle de tout ça, même si ce n'est pas le plus agréable. Mais il faut mettre des moyens aussi pour ensuite contrôler ce qu'on met en œuvre. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à des abus. On l'a vu, malheureusement. Chaque fois qu'on met des dispositifs en place, il y a parfois de la spéculation, des abus, y compris auprès de gens déjà vulnérables et qui, du coup, se retrouvent floués. Je suis désolée de le dire. Mais bon, donc il faut quand même aussi être vigilant sur la manière dont on met en œuvre et on contrôle. Et enfin, puisque je vois que la question des Roms est évoquée, oui, là aussi, c'est un sujet majeur. Et d'ailleurs, notre collègue Lucia Nikolsonova, qui est dans mon groupe, qui est slovaque, est allée plusieurs fois sur place, a conduit une mission sur les Roms, et avec un problème majeur pour les enfants, un problème de santé, et puis évidemment un problème de mal-logement absolument dramatique. Donc c'est une question qu'il faut adresser dans l'Union européenne. Voilà ce que je voulais vous dire en résumé, et une fois de plus, vraiment désolée de vous quitter dans 10 minutes. Alors, on va bousculer un peu le programme, Madame Brunet, et profiter quand même de votre présence pour vous poser une petite question avant votre départ. On aimerait savoir dans quelle mesure vous pensez pouvoir porter ces préconisations, ces recommandations dans les discussions avec votre groupe, puisque c'est l'objectif de cet échange. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur cette question?
Bien sûr, notre groupe est assez composite, hein. Honnêtement, on a une aile très libérale et vous savez bien que les libéraux, c'est pas toujours très facile de leur expliquer l'importance du sujet social. Il n'y a pas de marché sans aussi une justice sociale. Il n'y a pas de marché équilibré. On ne peut pas avoir un marché tout court économique si on n'a pas un traitement de la justice sociale. Alors, comment on fait? Bah, écoutez, le rapport de Kim Van Sparentak, que j'écorche pas son nom, a été voté à 2 tiers de notre groupe. Donc, vous voyez, on a souvent des débats, mais bon, nous, actuellement, on est la plus importante délégation. La délégation française est importante, hein, dans le groupe. Donc, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qui va se passer à la prochaine mandature. euh, on a quand même on y arrive. Voilà, on arrive à faire comprendre tout ça et on est toujours à peu près à 2 tiers et ça passe. Quels que soient les sujets abordés, c'est toujours passé, hein. C'est pas finalement chez nous. Alors, on a une petite aile plus libérale, mais en gros, ce qu'ils vous disent, c'est que ça relève pas de l'Europe. C'est pas qu'ils soient à compte, mais ils sont souvent dans des pays d'ailleurs où il y a beaucoup d'initiatives. Je pense à une collègue suédoise qui vous dit d'abord que ça relève que de la négociation, qu'on n'a pas à traiter au niveau de l'Europe et des États membres ces sujets-là. Donc c'est plutôt ça souvent qui fait qu'on a du mal à dire, à tirer la petite sonnette d'alarme, à dire oui, l'investissement social il va être majeur. Mais bon, vous voyez, on a la présidence actuellement de la commission emploi et Dragos Pislaru vraiment est très influent, voilà, sur ces sujets et les porte, quels qu'ils soient, et notamment la question du logement. Donc voilà, moi je pense que non, non, on continuera à être influent dans ce groupe centriste. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Sylvie Brunet. On compte sur vous pour Oui, oui, relayer ces messages et les faire entendre je auprès de votre groupe. relayerai. Ça, vous pouvez compter sur moi au moins sur ce sujet. OK, merci beaucoup. Donc, on poursuit, on reprend notre programme avec Pierre Jouvet de Place Publique. On vous laisse la parole, Pierre. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation, merci pour cet échange et ce débat. Donc, je suis Pierre Jouvet, je suis troisième sur la liste de Raphaël Glucksmann, secrétaire général du Parti socialiste, et également maire de Saint-Vallier dans la Drôme. Donc, je vois la compétence logement et les sujets de logement peut-être avec un regard différent parfois de ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent, puisque mes collègues parlementaires européens ont une expertise plus complète en la matière européenne, mais je crois avoir une vision un peu différente de la réalité locale. Et la réalité de la situation du logement, ça a été décrit notamment par les intervenants qui nous ont fait leur présentation, c'est que nous sommes en train de vivre une bombe sociale sous nos yeux que nous ne souhaitons pas traiter. Et la réalité, elle est là, elle est d'abord là. La question du logement, c'est d'abord et avant tout pour certains une question de bien, une question financière, une question de spéculation, quand nous considérons avec Raphaël Glucksmann que le logement, c'est un droit pour tous. Et si je me permets de commencer mon intervention là-dessus, qui peut vous paraître un peu basique dans l'expression, c'est que c'est une différence fondamentale. On peut croire que la main invisible du marché réglera toute la problématique du logement. La réalité, c'est que la seule main invisible du marché sur le logement, c'est une grande claque sociale qu'on met à des centaines de milliers de personnes. Et on doit réinverser d'abord l'investissement politique qui est mis sur la question du logement. Il est évident, et ça a été au cœur des premières interventions, que la question de la lutte contre le sans-abrisme doit être une question prioritaire. Comment, objectivement, dans ce moment de démarrage de campagne électorale, comment vivre dans une des plus grandes puissances du monde, dans sans doute l'une des plus grandes puissances mondiales si on prend aussi l'intégralité des PIB européens, et se dire, comme ça a été rappelé par Sarah Kupchou, que près de 900 000 citoyens européens vivent à la rue, que dans notre pays, en France, plusieurs milliers d'enfants
vivent à la rue sans que nous ne disions pas de manière très puissante que nous devons réinvestir, et c'est d'abord la base, que la puissance publique doit réinvestir massivement pour permettre à chacun de se loger. Je m'excuse de le dire de manière un peu basique et aussi simple, mais c'est d'abord et avant tout une question de volonté politique, la question du logement. Et on a constaté malheureusement ces dernières années, si je prends que ce qui s'est passé en France, mais on pourrait élargir le spectre avec ce qui s'est passé aux Pays-Bas ces dernières années, ce qui s'est passé en Grèce et même ce qui s'est passé en Suède, c'est que l'investissement lié au logement et notamment au logement d'urgence et au logement locatif social est beaucoup trop faible. On ne construit pas aujourd'hui suffisamment de logements et que cette non-construction de logements fait qu'on a des gens qui ne peuvent plus se loger. La crise qui est là sous nos yeux, cette crise sociale qui a été accélérée, notamment depuis la guerre en Ukraine, avec un niveau d'inflation beaucoup plus élevé sur le continent européen que nous ne connaissions, a encore augmenté la part obligatoire pour nos concitoyens européens pour pouvoir se loger. Et donc, il n'y arrive plus aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément très clair que je voulais mettre. Et donc, je crois, et c'est ce que nous porterons dans cette campagne, et demain, c'est ce que nous voulons porter au Parlement européen avec notre groupe, c'est que sur la question du logement, nous ne pouvons plus faire de la demi-mesure. Et nous ne pouvons plus simplement nous contenter de dire que ce n'est pas une compétence européenne, qu'il s'agit d'une compétence nationale et que nous ne voulons pas interférer. Parce qu'on voit bien très clairement que si nous ne mettons pas les leviers nécessaires dans un grand plan Marshall européen sur la question de la construction de logements, alors les États ne le feront pas. Et ça a été rappelé par Laurent Guéquier à juste titre, et nous soutenons pleinement cette mesure. Oui, nous soutiendrons un plan Marshall d'investissement qui sera à la hauteur. Aujourd'hui, il y a un besoin, notamment pour ce qui est de la rénovation énergétique, j'y reviendrai, de plus de 500 milliards d'euros d'investissement. On nous fait et on nous met dans chaque budget des queues de comètes qui ne permettent absolument rien, ni de déclencher des travaux, ni de permettre de répondre à la crise du mal-logement, ni de répondre à la crise de l'insalubrité des logements, parce que c'est aussi un sujet central. Et donc, on repousse en permanence ce sujet. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième élément que je voudrais aborder, c'est le levier, notamment lié à la construction des logements. Bon, aujourd'hui, on sait qu'on a un manque criant de construction de logements et qu'on est confronté à une double injonction qui est à la fois ce qui s'appelle en France notamment le ZAN, la zéro artificialisation nette, et donc qui va servir de prétexte à tout un tas d'élus, et notamment d'élus de droite, excusez-moi de dire les choses telles qu'elles sont, de ne plus construire de logements en disant on ne peut plus, on n'a plus de place, on n'a plus de foncier, et donc s'interdire toute politique de construction. Et de l'autre côté, des difficultés qui nous seront imposées. Si on ne met pas en place, dans la mandature qui va s'ouvrir au Parlement européen, une obligation assez simple, qui est de dire qu'il faudra que les logements qui sont construits à l'échelle européenne permettent, dans les 30% de logements neufs, d'être abordables pour le groupe des faibles revenus et 30% des logements pour le groupe à revenus moyens, et que l'Union européenne ne stimule pas la construction de logements abordables, alors ça ne fonctionnera pas. Une des propositions de moyen terme que nous pouvons faire et que nous allons soutenir dans cette campagne, c'est notamment de dire que depuis la crise du Covid notamment, jamais l'épargne des Européens n'a été aussi importante. Nous proposons la création d'un livret A européen qui permettra notamment de venir en soutien aux initiatives de logement social et abordable dans tous les pays de l'Union européenne, quel que soit le modèle de logement social qui devrait être proposé. Et de la même manière, nous souhaitons porter et mettre en œuvre des mécanismes de sanctions pour les États s'ils ne respectent pas leurs obligations en matière de protection liées au droit au logement tel que nous devons le faire. Quand on parle de ces investissements, je crois qu'il faut aussi réorienter clairement aujourd'hui la Banque européenne d'investissement. La Banque européenne d'investissement ne doit plus simplement accompagner cette bulle foncière qui se développe sous nos yeux, mais devra aider notamment les collectivités et aussi les États à assurer la maîtrise foncière dont je vous parlais à l'instant, pour assurer la construction de ce logement abordable.
La partie et le volet, notamment lutte contre les locations touristiques de courte durée, a beaucoup été évoqué par Leïla Cheibi et Sylvie Brunet. Donc, j'y reviens pas et je partage exactement les mêmes orientations qui sont faites. Mais quand on pense qu'aujourd'hui, à Athènes, par exemple, si on prend juste cet exemple, 90% des habitants en attente de logement, 90% des habitants en attente de logement pourraient être logés dans les Airbnb qui sont à Athènes. Quand on voit le nombre de logements qui sont laissés vides, par exemple en Espagne ou même en France, et qui laissent des centaines de milliers de gens dans la rue, comment est-ce qu'aujourd'hui la puissance publique ne peut pas dire qu'elle doit très clairement reprendre la main sur ces logements? Et nous voulons mettre un terme à ces bulles spéculatives qui font qu'aujourd'hui, certains s'approprient ces biens et laissent des femmes et des hommes à la rue ou ne permettent pas les logements abordables. Et enfin, j'évoquerai un dernier point, s'il me reste 2 secondes, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour le coup en tant que maire, c'est qu'on parle de mal logement. On parle de personnes qui sont sans abri. Mais il y a aussi une réalité, et Sylvie Brunet, qui vient de proximité de Marseille, connaît bien ce sujet. C'est la question de l'habitat indigne. Moi, je suis frappé de voir aujourd'hui, en tant que maire, à quel point on enferme des gens, parce que c'est ça le terme, avec des vendeurs de sommeil, avec des marchands de sommeil qui enferment des gens dans des habitats qui sont totalement dégradés et où la puissance publique ne fait rien, ou pas suffisamment. On a créé par la loi en France un dispositif qui s'appelle le permis de louer. Le permis de louer, moi, je l'ai mis en place dans ma ville depuis maintenant un certain nombre d'années. Il n'y a aucune sanction qui est prise contre les marchands de sommeil. Aucune. Vous êtes maire, vous faites des déclarations, vous dites à l'État que tel et tel propriétaire ne respecte pas ses obligations, eh bien, il n'y a pas de suivi derrière. Et donc, vous vous retrouvez avec des gens qui, certes, ne sont pas à la rue, ont un toit sur la tête, mais en réalité, dès qu'il pleut, ils ont autant d'eau sur la tête que ceux qui habiteraient malheureusement dans la rue. Et donc, on ne fait rien. Et donc, on doit là aussi remettre en place des mécanismes de sanctions qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus forts pour éviter cette spéculation permanente et le fait qu'on laisse des gens totalement dans des habitats indignes et insalubres. Donc, voilà très brièvement, avant de répondre à vos questions, mais je crois pour conclure et pour résumer mon propos, que c'est d'abord et avant tout un choix d'orientation politique. Quand on veut flécher de l'argent, quand on veut faire de l'investissement et quand on veut faire une priorité politique du logement et quand on se dit qu'être dans un logement digne, que pouvoir vivre décemment dans un appartement, dans une maison, etc., doit être la base de toute construction sociale pour la suite, pour son emploi, pour la croissance économique, pour élever ses enfants, pour développer son pays ou l'Union européenne, on doit mettre les moyens et ça doit commencer par le logement. Et en tout cas, c'est ce que nous voulons porter dans cette campagne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Pierre Jouvet. Donc, on va passer à notre dernier intervenant, David Cormand, qui, pour l'instant, vous ne le voyez pas. Il apparaît sous la bannière Marie Toussaint, mais il ne s'agit pas de Marie Toussaint, mais bien de David Cormand du groupe Les Écologistes, qu'on va écouter pendant 10 minutes et ensuite on laissera le temps à chaque candidat de réagir sur les propos tenus par les uns et les autres. Et de nouveau, j'invite les différents participants à poser leurs questions dans le chat. Ces questions seront posées aux candidats et n'hésitez pas à indiquer à quel candidat s'adresse cette question. Merci. Ok, bonjour. Bon, désolé, c'est pas Marie Toussaint, vous perdez au change, ce n'est que moi, David Cormand, je suis député européen, comme Sylvie et Leïla. Je suis pas dans la commission qui traite des questions sociales, qui est la commission ample, mais je suis dans la commission des budgets. Et par définition, c'est une commission qui traite ces questions-là. On a parlé d'ailleurs de la Banque européenne d'investissement, à ne pas confondre avec la Banque centrale européenne. Je sais que c'est évident quand on le sait, mais quand on ne le sait pas, il peut y avoir des confusions.
Et je suis rapporteur du coup pour le Parlement sur l'activité de la BEI, la Banque européenne d'investissement. J'en dirai un mot tout à l'heure. Bon. Merci d'organiser ce moment. Les gens qui sont représentés, enfin les groupes politiques qui sont représentés dans le panel ici sont pas les groupes qui sont les plus hostiles à vos revendications, hein. Je pense que vous l'avez compris. Les problèmes, ils sont essentiellement avec les groupes qui ne sont pas avec nous ce matin quand il s'agit d'obtenir des avancées dans le domaine. Euh, les collègues, le groupe Vert, depuis longtemps, essaye de mettre le pied dans la porte sur les questions de logement au niveau européen, hein. Leïla l'a dit, c'est pas censé être une compétence européenne, mais elle a dit aussi, elle a raison, c'est pas parce qu'on nous dit ça qu'il faut rien faire. Au contraire, la politique, hein, c'est de prendre l'espace, même quand on nous dit, et même c'est souvent le cas, même quand on nous dit qu'en fait il faut pas le faire, hein. C'est même un indicateur que quand on vous dit qu'il faut pas le faire, qu'il faut plutôt le faire quand même. Il y avait un rapport de ma collègue Karima Deli à l'époque où elle suivait ces sujets, quand elle avait été élue, elle en 2009, un rapport d'initiative sur le logement. Il y en a eu un nouveau d'une autre collègue verte qui a été citée par les autres, Kim Van Parentak, qui a été effectivement la rapportrice de ce rapport d'initiative sur le logement. J'ai été très modestement demandeur d'un débat au Parlement européen il y a un peu plus d'un mois à l'occasion des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, et je remercie les groupes collègues d'avoir voté pour qu'il y ait ce débat. Un débat au Parlement à Strasbourg, je ne vais pas vous raconter d'histoire, hein, ça ne change pas le monde. Mais ça permettait de mettre le focus là-dessus, à un moment où, en plus, en France, le Premier ministre nouvellement nommé, M. Attal, n'avait rien trouvé de mieux et n'a rien trouvé de mieux que de remettre en question la loi française, la loi SRU, hein, en remettant en question d'ailleurs les 25% de logement social, en y incluant l'accession. Ce qui est vraiment le cheval de Troie pour défoncer le droit des plus précaires à se loger. Ça, c'est un vrai sujet, parce que quand le Premier ministre de la France dit ça en France, ça a un impact au niveau européen, parce que la France est écoutée. Donc là, il y a quelque chose sur lequel il faut être particulièrement clair. Sur les revendications, je ne vais pas trop prendre du temps là-dessus, parce qu'en fait, on a les mêmes. On pourrait je pourrais les redire, mais en gros, il n'y a pas de secret. Ce que vous demandez, c'est on travaille régulièrement ensemble, donc les propositions que vous faites ou celles qu'on peut faire dans nos campagnes électorales, c'est toujours un peu les mêmes. Donc vous les retrouverez. Je vais plus utiliser mon temps voilà, sur des questions un peu plus politiques. Leïla a bien fait de parler tout à l'heure du Fonds social pour le climat, est une bonne chose, parce que c'est la première fois qu'il y a un fonds qui relie la question écologique et la question sociale. Et donc, c'est un fonds qui est insuffisamment doté. Léla a bien fait d'attirer l'attention sur le fait qu'il existe parce que c'est une espèce de contrepartie qui a été obtenue parce qu'au niveau européen, il y a une nouvelle taxe gilet jaune qui a été mise en œuvre, c'est ce que Leïla appelle, ça s'appelle comme ça, ETS2, qui est une fiscalité carbone, mais sur les pauvres, puisque ça taxe le logement et le déplacement. Les riches, ils n'ont pas de problème de passoire thermique. Ils n'ont pas de problème pour acheter un peu plus cher leur plein d'essence. Donc, c'est une fiscalité sur les pauvres. Et donc, nous les Verts français, on a voté contre, on a été un certain nombre à voter contre. On avait obtenu d'ailleurs du Parlement que les particuliers soient exclus de ETS, et c'est les États, les bons vieux États-nations, ont décidé de remettre cette fiscalité injuste, ce qui est vraiment, petite parenthèse, le bal des faux culs. Parce que qu'est-ce qu'ont fait les États? Ils ne voulaient pas assumer de faire cette fiscalité-là, donc ils ont refilé le bébé à l'Europe. Donc ça, c'est des choses qui sont scandaleuses. Mais on a pu obtenir, du coup, on a râlé, on a dit ce que je viens de vous dire, et ils ont dit, bon, bah d'accord, on va faire avec cet argent-là, on va le rendre quelque part à ceux qui en ont le plus besoin, et on a créé ce fonds social pour le climat. Donc, c'est un acquis. Après, il faudra le faire gonfler, mais c'est pas plus mal qu'il existe, et ça, même si ça ne retire rien à l'aspect absurde de TS2. Donc ce fonds, il faut l'alimenter avec une fiscalité carbone qui, elle, serait plus juste à terme, qui est la fiscalité carbone aux frontières, pour que la fiscalité sur le fossile
aille aux gens qui sont prisonniers du fossile. Et donc que ça finance notamment les efforts d'isolation. La Banque européenne d'investissement, elle le fait déjà un petit peu, pas assez, mais par exemple, elle accompagne les collectivités locales. Moi, je sais que chez moi, par exemple, en Normandie, elle a cofinancé l'isolation des collèges. Donc c'est pas mal parce qu'un département, c'est des dépenses sociales. Donc utiliser l'argent de la BEI pour baisser ces dépenses de flux énergétiques en isolant ces collèges, ça laisse théoriquement plus d'argent pour d'autres politiques. On a parlé du livret A et du livret R sur la BEI et pareil sur les livrets A. Ça, j'attire votre attention là-dessus. C'est qu'il y a la question de qui paye. C'est la fiscalité juste, etc., etc. Mais il y a la question aussi de où est-ce qu'on met les moyens disponibles. Et là, vous avez vu qu'il y a une attaque aussi du gouvernement français sur le livret A, qui historiquement est censé aider au logement et notamment le logement social. Et on est en train de nous dire, mais il va servir pour financer le nucléaire. Et je peux vous dire que ça, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire qu'on est en train de taxer, de prendre l'argent qui est fait pour le logement social, qui est fait pour l'accès au logement, notamment des plus précaires et des plus fragiles, pour financer la gabegie nucléaire. Et ils sont en train de vouloir faire la même chose avec la Banque européenne d'investissement. De dire, on va prendre l'argent de la BEI pour financer à fond perdu toutes les conneries de père, en faisant passer ça pour, oui, mais ça va aider pour le climat, ça va aider pour les plus pauvres, etc., etc. En France, petite parenthèse, on a suréquipé le logement social avec des grille-pains, des chauffeurs électriques. On sait ce que ça représente en surdépenses pour les foyers les plus pauvres. Autre petite parenthèse là-dessus, ce qu'on appelle la taxonomie, hein, on a mis en place au niveau européen. Tout ça est important parce que c'est un peu grosse tête, mais c'est des mécanismes pour utiliser, mobiliser la finance et l'argent public et l'épargne dans le bon ou le mauvais sens. Et dans la taxonomie, encore une fois, on a inclus notamment le nucléaire. C'est pas que j'en fais une obsession. La question, là, c'est même pas d'être pour ou contre le nucléaire, d'ailleurs. C'est avoir conscience que c'est un truc qui coûte très cher, le nucléaire, et c'est pas bien de le financer avec ça. C'est pas, si on veut le financer, on le finance autrement. On le finance pas avec de l'argent qui est censé aller pour les plus précaires. Donc sur la suite, euh, on a, mais ça a été dit, y compris par notre collègue Sylvie Brunet du groupe centriste, pour la suite, il y a vraiment un enjeu à renforcer le centre de gravité politique du Parlement sur les questions sociales. Parce qu'on se prend, et on va se prendre, et c'est la première vague, on se prend, parce que tous les chiffres qu'on a donnés, là, les 900 000 sans-abri au niveau européen, pour moi, c'est des chiffres 2020. Hein. Donc avant explosion de l'inflation. Et ça ne fait que commencer. Vous avez vu les taux d'intérêt qui augmentent. Donc, gros problème, notamment pour l'accession à la propriété. Ça veut dire quoi? Mais je ne vais pas vous faire un diagnostic, puisque vous connaissez mieux que moi. Ça veut dire qu'on bloque encore plus le phénomène de parcours logement, et donc ça va encore plus emboliser les plus pauvres. S'ajoute à ça, et ça a été évoqué, la concurrence déloyale sur les logements via les plateformes type Airbnb. Là, il a fait référence, et là encore, notre collègue Van Sparentak, qui était rapportrice pour le rapport Airbnb, qui n'est pas révolutionnaire, hein, qui permet mais bon, voilà, de donner des outils, mais qui est absolument pas assez contraignant. On n'a pas réussi à le faire. C'est pas un manque de volonté de Kim, mais c'était qu'il n'y avait pas le rapport de force politique au Parlement pour tordre le cou à ces plateformes de location de ce type. En fait, faut les anéantir. Je voyais dans le chat, le fait est que je suis normand, y compris sur la côte normande, ce n'est pas toujours le cas. Il commence à y avoir cette concurrence-là. C'était vrai en Bretagne, dans le sud. C'est en train de se faire aussi en Normandie. Donc il y a un vrai enjeu à ce que l'Union européenne joue ce rôle. Je vois la caméra de Sarah qui se rallume, donc je pense que j'arrive au bout de mon intervention. Donc voilà, on a besoin de vous. Vous pouvez compter sur nous, vous le savez, on a besoin de vous pour mobiliser les gens pour qu'ils votent à ces élections européennes et que, si possible, ils choisissent l'une des listes qui est en première ligne sur ce combat. Merci beaucoup David Cormand. Merci à vous tous pour vos interventions. Ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire, c'est, comme je l'indiquais au préalable, vous demander de réagir aux propos tenus par l'ensemble des représentants des candidats ou des candidats présents.
à ce qui a été dit. Et pour orienter un peu vos réponses, ce que je peux vous indiquer, c'est qu'il y a différentes thématiques qui ressortent dans le chat, notamment les conditions de vie des gens du voyage, l'accès aux fonds des petits porteurs de projets et l'habitat indigne. Donc, ça peut peut-être orienter vos réponses. Qui souhaite démarrer? Donc, je reprécise la Peut-être consigne. une petite observation par rapport à la qualité et la diversité du débat. On a évoqué effectivement cette idée de plan Marshall qui apparaissait un peu ambitieux au départ et qui aujourd'hui est repris en compte par beaucoup de personnes différentes. J'aimerais quand même témoigner de ce qu'on a pu monter en France en matière de pré-plan Marshall. En fait, suite au plan de relance, on a créé une alliance européenne pour un logement social durable et inclusif avec la Banque européenne d'investissement, mais également avec la Banque de développement du Conseil de l'Europe. On a réussi à les mettre autour d'une table tous les deux avec la Caisse des dépôts et consignations pour monter un mode de financement complémentaire au mode du livret A et de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, on en est à 2,4 milliards d'euros, 2,4 milliards d'euros de prêts à long terme à taux fixe sur ressources européennes, à la fois de la BEI et de la Banque de développement du Conseil de l'Europe, qui sont deux banques d'investissement public, mais qui ont des finalités très différentes et donc des complémentarités. Autant la BEI finance la construction et la rénovation de logements sociaux à taux fixe et à des durées très longues, mais également la CEB, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, finance plutôt le logement adapté pour les plus défavorisés, pour les personnes en difficulté. Et donc, on a mis tout ça autour d'une table et aujourd'hui, les organismes HLM français peuvent utiliser les prêts sur ressources européennes directement auprès de la Banque des territoires, des caisses des dépôts et consignations. Donc, c'est un exemple qui aujourd'hui circule un peu dans l'Union européenne. Le commissaire Schmitt en a parlé à Liège devant les ministres du Logement, a considéré que c'était une bonne pratique et qu'il fallait l'étendre à d'autres pays européens. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a vraiment une possibilité de rendre effective cette idée de plan Marshall, même si on peut la qualifier parce que le côté Marshall au niveau européen, c'est pas très, très fun, mais d'avancer effectivement vers un dispositif qui lie Caisse des dépôts, BEI, CEB pour atteindre les objectifs. Deuxième élément, Merci. simplement Alors, à titre par contre, d'indicatif je suis par désolée, rapport au Laurent. je confirme que le livret A est très bien vu à Bruxelles. C'est vraiment un instrument très important que nous envient nos collègues européens qui n'ont pas ce type de produit pour financer le logement social. Et je sais, j'ai quelques souvenirs que Michel Barnier avait souhaité l'introduire au niveau européen il y a quelque temps déjà, mais il n'y est jamais arrivé. Donc, effectivement, ça peut être une question intéressante, un test. Encore, ce n'est pas gagné du jour au lendemain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Donc, sur la dizaine de minutes qu'il nous reste avant de laisser Freck conclure ce webinaire, peut-être qu'on peut refaire un tour des intervenants, si vous avez des réactions hein, par rapport à ce qu'ont dit les autres intervenants et par rapport aux thématiques qui ont été évoquées. Je vous passe la parole, Leïla, si vous avez des réactions par rapport à ce qui a été dit. En 2 minutes, par contre, pour qu'on essaye de tenir le temps, les délais qui ont été fixés. Oui, mais j'étais en train de balayer là, dans le chat les différentes questions. Et puis il y a aussi des remarques hein, très intéressantes qui n'appellent pas forcément de réponse. Il y a un certain nombre de mesures, c'est vrai, qui relèvent plus des compétences nationales. Alors évidemment, par exemple, la question de la vacance de logement qui a un gros enjeu et qui contribue à la crise du logement, à la difficulté d'accès au logement. Et il y a notamment plusieurs choses qui sont évoquées. Enfin, c'est toujours donc, en dehors de l'encadrement des plateformes de location de courte durée, il y a la question de la carotte et du bâton avec des dispositifs incitatifs pour remettre les logements sur le marché. Et puis, donc, le bâton, la réquisition. Mais on sait qu'en France, c'est très compliqué de mettre en œuvre des réquisitions, même si on a... Enfin, c'est inscrit dans la loi, mais c'est très compliqué de mettre en œuvre. Donc, mais bon, voilà, c'est des choses qui relèvent du national. Et sinon, peut-être pour rebondir sur ce que disait Laurent Guéquière
Euh, Quelque chose qui m'a intéressé aussi dans le manifeste du mouvement HLM, c'est le fait de dire, bah, tiens, les objectifs en matière de logement, on les intègre de façon transversale à l'ensemble des politiques. De la même manière que maintenant, bon, bah, il y a les objectifs en termes d'égalité femmes-hommes. C'est des choses qu'on intègre dans toutes les lignes d'action des politiques européennes. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant et quelque chose sur lequel faut travailler parce qu'encore une fois, voilà, le logement, c'est pas, c'est la base pour avoir accès à tous les autres droits. Donc, ce serait logique dans les différentes actions, enfin, de se dire, on voit ça de façon transversale et à chaque fois, chaque politique, chaque dispositif, eh ben, on pense logement, en fait, comment ça aide au logement. Voilà, j'ai pas plus de réactions. Merci Merci. beaucoup, Leïla. Je vais passer la parole à Pierre Jouvet avec la même consigne, si Ouais, vous souhaitez merci. réagir. Non, mais je crois on a balayé beaucoup de sujets. Je le redis, je crois vraiment que, en fait, et ici on le partage, en tout cas, ceux qui sont encore présents dans les élus sortants, le partagent. C'est un combat politique. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait du logement un sujet de bien commun. La réalité, c'est que tant qu'on laisse la question du logement aux mains d'investisseurs qui sont multimilliardaires, à qui on laisse porter à la fois la question de l'investissement, qui peuvent gonfler les prix de manière illusoire, qui peuvent faire que aujourd'hui ça devient insupportable pour une majorité d'Européens, et on le voit dans tous les chiffres, enquête après enquête, de pouvoir se loger. La part liée au logement devient de plus en plus grande. Quand on voit l'évolution, rien qu'en France, entre les années 90, de la part de son revenu dans le logement et aujourd'hui, ça a pris plus de 15%. Et donc on voit que tout le reste est compressé. Et qu'aujourd'hui, on se laisse totalement entre les mains de grands intérêts. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on doit porter à l'échelle européenne, c'est de tenir tête à ces grands investisseurs, à ces spéculateurs qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas régler cette question. Je le disais tout à l'heure, la question, moi, de l'habitat indigne, du logement insalubre et de l'habitat indigne est un sujet qui est extrêmement inquiétant parce que non seulement il est concentré dans les grandes zones métropolitaines où on voit de plus en plus de précarisation dans les centres-villes qui sont laissés par des logements qui sont indignes, mais maintenant ils sont repoussés en plus de ça en dehors des villes et où donc on a une incapacité à se loger, à se loger dignement. Et je crois que vraiment, on doit le faire là-dessus. Et je reprends, et Laurent Guéquière le disait, ce qui doit être, à mon avis, une proposition que tous les groupes de gauche devraient porter demain au Parlement européen, c'est cette idée de financement européen du logement social à travers un livret A européen. Si demain, on avait un livret A européen, et je rebondis et je partage exactement ce que disait David, qui n'est pas détourné de son objet, qui est celui de financer la partie et la part de logement, alors on y arrivera. Et de la même manière qu'on doit continuer, je terminerai par là, de se battre et de combattre sur le fait que certains grands groupes financiers arrivent massivement dans les villes, font des acquisitions immobilières de manière pharaonique. Heureusement, on arrive un peu à l'empêcher en France et font exploser à la fois et le prix et l'accès au logement. Et donc, je crois que c'est vraiment un combat qu'on doit mener contre les libéraux. Et je terminerai d'un point. C'est l'enjeu de cette élection européenne. La Commission européenne, elle est présidée par les libéraux. La Commission européenne, c'est la droite qui la gère. C'est les orientations qui sont menées par la droite. Et les libéraux, ne comptez jamais sur les libéraux pour dire qu'on réorientera vers plus d'intervention, vers plus de logements. Et donc, c'est la majorité qui sera issue de ces élections européennes le 9 juin. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'incarner dans cette campagne et de faire passer comme message aussi aux Français en leur disant qu'on est dans un enjeu européen et que à l'échelle européenne, oui, la majorité peut changer. Et avoir Ursula von der Leyen à la tête de la Commission ou avoir Jacques Delors, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Merci beaucoup, Pierre Jouvet. Pour finir, David Cormans, toujours en 2 minutes, et on laissera la parole à Freck. Oui, mais écoutez, pour conclure, on est face, certes, à une commission qui est dirigée par la droite, mais qui est aussi une coalition politique qui est plus large que la droite. Je pense que Pierre le sait. Il y a un enjeu qui est réglementaire et l'essentiel du rôle du Parlement européen aujourd'hui, c'est de voter des règles. Et donc sur ces règles, il faut être clair.
Et donc, le Parlement européen, il peut légiférer sur les conditions dans lesquelles on a le droit ou pas de louer un logement. Il peut légiférer plus durement qu'il l'a fait, j'en ai parlé, sur les conditions de location de logement et donc tout ce qui est plateforme Airbnb, etc., etc. Donc, il faut qu'il joue pleinement ce rôle. Il peut voter, c'est une des propositions qu'on fait, une loi d'accès au logement opposable, etc., etc. Et puis, il y a l'aspect de l'investissement, parce que le gros de notre sujet, c'est la capacité d'investissement. Or là, il y a un problème, c'est on en a parlé avec la fiscalité. L'Union européenne a très peu de fiscalité propre, elle a un budget dérisoire. Et elle a un budget dérisoire, et j'attire notre attention là-dessus, qui va être capté sur des remboursements du prêt qu'on a fait suite au Covid et qu'on avait bien fait de faire. Il va être capté aussi sur des dépenses type militaire. Et donc là, si on continue, parce que j'entends aussi des idées de faire une sorte de livret populaire pour financer de l'armement, je ne suis pas sûr que ça soit le rôle de la cotisation, de la capitalisation populaire, de s'occuper d'acheter des armes. Je suis même très dubitatif sur cet aspect. Donc effectivement, quand on parle de livret A, qu'il soit national ou européen, il faut être précis sur ces rôles. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais conclure, sur lequel j'attire votre attention. Leïla a dit tout à l'heure que quand il y a eu la crise Covid, on a fait sauter toutes ces règles budgétaires, hein, qu'on appelle austéritaires. Moi, je n'aime pas trop ce terme-là, parce que. Bon. Mais pour être clair, la règle des 3%, il ne faut pas trop de dettes, etc. etc. Hein. Ça a sauté en 10 jours. Hein. Ça fait des années qu'on nous disait c'est impossible, c'est le marbre, c'est les traités. En 10 jours, ça a sauté. Bon. Comme quoi, en politique, c'est l'histoire qui commande, toujours. Sauf que ces règles, elles ont été revotées. Le Parlement européen et la coalition, il n'y a pas que la droite, ont majoritairement voté le retour de ces règles budgétaires. Et donc là, il faut dire les choses clairement. Sans fiscalité des plus riches, plus avec les règles budgétaires telles qu'elles sont, on ne pourra pas financer la transition écologique et cette garantie sociale pour les Européennes et les Européens. Il faudra non seulement la fiscalité des riches, mais aussi remettre en question les règles budgétaires en matière d'endettement. Il faudra de l'endettement plus des nouvelles recettes. On a fait une étude avec l'Institut Rousseau sur comment faire pour l'isolation des logements dans l'Europe. C'est 400 milliards. Hein, tout ça, social plus écologie, c'est 400 milliards par an. Donc, il faudra les deux. Et donc là, il faut être clair. Il faut être clair, pas seulement sur le fait qu'on va aller chercher l'argent des riches, il faut être clair aussi sur le fait de dire les règles budgétaires d'austérité, c'est terminé. Sinon, les gens vont pas tenir. On ne pourra pas tout faire. Et pareil, c'est important d'aider l'Ukraine et Congo, mais attention dans cette campagne de ne pas capter l'enjeu social et de la transition écologique uniquement avec les questions géopolitiques, hein, qui sont aussi des questions sociales et écologiques. Donc là, prendre au sérieux l'ensemble des enjeux sur cette campagne et pas se laisser détourner par des sujets qui sont importants, mais qui ne sont pas les seuls qu'on doit avoir à l'esprit. D'accord. Merci beaucoup, David Cormand. Donc, sans transition, je laisse la parole à Freek Spinevich pour conclure ce webinaire. Merci, Marthe. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Merci pour l'invitation. Moi, je vais faire 2 constats et 3 petites réflexions plutôt que faire des conclusions. Le débat était large, divers, plein de sujets ont été traités. C'est impossible de faire des conclusions. Mais merci en tout cas pour un débat intéressant. Moi, je suis peut-être le seul qui intervient hors de la France, pas loin de la Belgique, mais quand même. Et moi, je suis probablement le seul non francophone. Alors, j'interviens avec beaucoup de modestie et je vous demande un peu de patience parce que mon français n'est pas tellement vite que les orateurs qui m'ont précédé. Le premier constat, je pense, et c'est bien de le répéter, c'est que la situation en ce qui concerne le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement est grave. Et à part quelques pays qui font exception, devient de plus en plus grave. Alors, c'est urgent d'intervenir. Je ne vais pas répéter les chiffres qui ont été mentionnés pendant le débat et par Sarah notamment, mais je pense qu'il faut se rendre compte que la situation est très grave.
Deuxième constat, c'est que, et même si on veut plus, bien sûr, mais c'est que le logement, et le logement abordable et le sans-abrisme sont sur l'agenda politique de l'Union européenne comme jamais avant. Il y a vraiment un momentum, je ne sais pas si c'est du français, mais un momentum politique qui est à exploiter. Et peut-être c'est bien de dire aussi que, en ce qui concerne le sans-abrisme, que c'est même une priorité des politiques sociales à ce moment déjà. Ça a été intégré dans le plan d'action sur le pilier qui a été adopté par le Conseil à Porto. Et il y a 2 ans, on a lancé cette plateforme qui a été mentionnée, cette plateforme de lutte contre le sans-abrisme. Dans 27 pays sont engagés, aussi la France. C'était un autre ministre, mais je pense que l'engagement reste pour la France, et aussi toutes les institutions de l'Union européenne dans le Parlement européen. Et je pense que c'est aussi grâce au Parlement européen que cette plateforme existe. Et je pense qu'on compte sur les parlementaires qui vont être élus pour assurer que la plateforme peut continuer après les élections et que la lutte contre le sans-abrisme reste une priorité de la nouvelle commission. Maintenant, 3 petites réflexions. Et peut-être avec mon français médiocre, c'est une aventure de faire des réflexions, mais je vais quand même essayer. D'abord, je pense qu'il faut se rendre compte que la question du sans-abrisme, c'est aussi une question logement. Mais ce n'est pas qu'une question logement. Mais la dimension logement est bien sûr très importante. Mais il ne faut pas confondre ou amalguer les deux. Moi, je suis tout à fait d'accord, la France est tout à fait d'accord avec les propositions politiques qui ont été faites, mais ce n'est pas parce que le logement est sur l'ordre du jour que le sans-abrisme est aussi sur l'ordre du jour. Ce n'est pas comme ça. Il faut avoir le sans-abrisme comme un sujet explicite, sinon on a tendance à oublier, ne pas traiter, penser au sans-abri. Deuxième réflexion, vite, c'est que j'ai l'impression, peut-être je me trompe, que l'espace pour le consensus politique dans le Parlement européen, mais aussi dans l'Union européenne en général, est de plus en plus étroite, de plus en plus restreint, surtout dans le domaine social. Le fait que le rapport, un rapport important sur les priorités sociales dans le semestre, un rapport annuel du Parlement européen, a été rejeté dans la plénière hier, c'est pas un détail. Ça montre bien que le consensus est difficile, de plus en plus difficile à retrouver. Et moi, je pense, et je sais que dans un contexte français, c'est peut-être difficile de faire des remarques comme ça, mais je pense que les parlementaires, les partis politiques européens doivent sortir plus de leur île idéologique et chercher plus activement le compromis dans le domaine du sans-abrisme et l'exclusion liée au logement, le logement. Je pense que les parlementaires sont en premier lieu des décideurs politiques et seulement après des activistes. Moi, j'aime bien les activistes politiques et les parlementaires, mais il faut avoir aussi des décideurs. Et je pense qu'il faut se rendre compte de ce consensus ou cet espace pour le consensus qui est de plus en plus restreint. Si on parle des consensus et des majorités parlementaires, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que cette consensus, cette majorité existe sur le sans-abrisme, cette consensus est plus fort que sur le logement. Moi, je veux qu'on avance sur le logement, mais c'est plus difficile. Il y a des sujets qui sont plus controversiels. Si on regarde le sans-abrisme, il y a un consensus que c'est un problème urgent, il y a un consensus que c'est un problème distinct avec la nécessité d'avoir une approche distincte. Il y a un consensus que l'approche logement d'abord fonctionne. Il y a un consensus que mettre fin au sans-abrisme, ça doit être un objectif politique et que cet objectif est réaliste. Mais je pense qu'il faut mieux utiliser ce consensus, cette majorité politique pour avancer les politiques de lutte contre le sans-abrisme. Noyer, j'espère que vous me suivez encore, mais noyer les demandes en ce qui concerne le sans-abrisme dans les demandes logement qui sont un peu plus compliquées, un peu plus controversielles, ça n'aide pas. Il faut séparer les deux sujets, même s'ils sont intrinsèquement liés.
peut-être bien de rappeler que le rapport Kim van Sparet, qui a été mentionné plusieurs fois, il y a un chapitre logement et un chapitre sans-abrisme. Le chapitre logement était assez controversiel. Ça a été voté avec une majorité, mais une majorité très juste. Hein. Mais le parti sans-abrisme faisait consensus. Dernière réflexion, je pense qu'il y a un domaine où on peut avancer sur le logement et aussi sur le sans-abrisme, aussi un domaine dont le Parlement européen joue un rôle important, et c'est l'argent, tout ce qui concerne l'argent. Je ne vais pas répéter, mais un plan d'investissement européen dans le logement abordable se sent plus réaliste que jamais avant. Laurent Guépierre l'a mentionné. Et je pense qu'il faut avancer là-dedans. Mais peut-être qu'on peut aussi réfléchir sur un pourcentage dédié sur la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement, dans le FSE par exemple, ou dans le FEDER. Je pense que ça, c'est des demandes qui sont plus réalistes que jamais avant. Mais n'oublie pas les petites avances qu'on peut faire. On mentionne la plateforme de lutte contre le sans-abrisme, EPOC, il n'y a pas de budget pour EPOC, pour fonctionner. Un budget de fonctionnement n'existe pas. Je pense que là, on ne parle pas de milliards, on parle de millions. C'est aussi quelque chose qui peut être explicitement être demandé par un Parlement européen. Et pour terminer, peut-être il est temps pour le Parlement de faire un autre rapport sur le sans-abrisme. Je sais que c'est impossible de le faire dans les mois qui restent, mais peut-être c'est quelque chose qu'on peut faire au début du mandat du nouveau Parlement. Et s'il y a un accord pour le faire, pourquoi pas intégrer une demande pour une recommandation du Conseil sur la question du sans-abrisme. Il y a un consensus auprès des États membres, les ministres qui se sont réunis il y a quelques mois sous présidence belge sur la lutte contre le sans-abrisme. Alors je pense qu'avoir un appui politique du Parlement européen peut vraiment faire avancer cette demande et ça va renforcer la base politique pour cette plateforme de lutte contre le sans-abrisme. Ce n'est pas des conclusions, mais je pense que j'espère quand même que c'était intéressant pour terminer cette matinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Freek. Merci à tous pour ce webinaire de grande qualité. Donc, tout d'abord, merci aux associations membres du collectif des associations unies et aux organisations membres de la FEANSA français pour ce travail de construction du plaidoyer. Merci à la Fondation Abbé Pierre d'avoir organisé ce webinaire. Merci à tous les intervenants, Leïla Chabi de la France Insoumise, Sylvie Brunet qui n'est plus là mais qui est intervenue, Pierre Jouvet de Place Publique et David Cormand des écologistes et bien évidemment à Laurent Guépierre de l'USH. Donc merci à tous, merci pour votre participation et un grand merci à Sarah pour cette organisation. Je sais pas si Merci tu à tous souhaites ajouter un mot. pour votre présence et merci à Freek pour cette conclusion. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Sarah, Ouais. bien pour le webinaire, j'ai vu qu'il a été enregistré, il sera diffusé où? Sur le site de la FAP? Bah oui, probablement, et puis du CAU. Voilà. D'accord, ok. Donc, ok. dès que le replay est disponible, je vous enverrai le lien. Voilà. Bon, désolé, au début, j'étais dans la rue. Mais bon. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Bonne fin de journée. Ça va, ça a été? Très bien. Merci Ouais. aux spectateurs aussi, il en reste encore un peu. Je ne sais pas exactement combien de personnes il y avait. On est allé jusqu'à 130. D'accord, connexions. ok, bon, bah, c'est intéressant. Voilà, avec Ah 300 bon, bah, inscrits, c'est tout à fait raisonnable. ok, très bien. Bah, bonne fin de journée et bonne fin de journée à tous les spectateurs. Au À revoir. bientôt. Au revoir.